إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fausses informations ont toujours existé et lorsqu'elles s'associent à la diffamation et à la médisance, leur caractère nuisible se renforce. Jetées, balancées dans l'espace public, elles sont relayées à une vitesse insoupçonnable et les réseaux sociaux ont accéléré leur propagation. Des exemples. Un jour, il n'y a pas très longtemps, un journal algérien avait repris une fausse information d'un site parodique et puis la diffamation sert à décrédibiliser des personnalités publiques, politiques ou religieuses. Les fausses informations peuvent faire basculer le destin d'une société. Alors à qui se fier aujourd'hui? L'islam a-t-il abordé ces questions-là? Que dit la législation algérienne? Comment faire face aux fausses informations et autres mots associés sans pour autant toucher à la liberté d'expression? Ce soir, on en discute avec Kamal Cheket, membre de l'association des oulémas musulmans, avec Messaoud Boujnour, chargé d'études au Haut Conseil islamique, et maître Cherif Chorfi, avocat au barreau d'Alger, agréé à la Cour suprême. Et on se retrouve dans quelques instants. Merci. Je commencerai avec vous, Kamal Cheket. Il y a un verset coranique de Surat al-Hujurat, le verset 6. ولولا إذ بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte, que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Oui. La nécessité de... Oui. Plutôt, fasiq a été traduit par Jacques Berck par scélérat, en scélérat. Ce qui est encore un peu plus... Et puis c'est plus large, peut-être que ça va englober différentes sortes de personnes qui sont nuisibles. Prévaricateur, pervers, scélérat, enfin... Une personne mauvaise tout court. Ce verset a des causes de révélation. Après que le représentant de Bani al-Mustalaq ait embrassé l'islam et qu'il soit retourné chez lui, avant même de retourner chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé ou fait recommandation de proposer l'islam et d'ordonner à tous ceux qui embrasseraient l'islam de s'acquitter de l'aumône légale, zakat. Quand il est allé chez lui, et ils se sont entendus sur une date bien déterminée, une date fixe à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam enverrait quelqu'un pour prélever, pour prendre, pour ramener cette zakat et l'acheminer vers Médine. Ce qu'a fait justement l'homme en question, qui est le père de Juwayriya, anha. Et au bout d'un certain temps, ne voyant personne venir de Médine, aucun émissaire, il s'est dit لعلها تكون سخطة من الله ورسوله. Il s'est dit peut-être on est peut-être frappé par une malédiction à telle enseigne. J'ai oublié son nom, le guide de Bani al-Mustalaq. حان موعد أذان صلاة العشاء. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اطلعوا على أحوال الطقس مع موبيليس. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. اطلعوا على أحوال الطقس مع موبيليس.
le percepteur qui a été envoyé, c'est Ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt. Ibn Abi Mu'ayt. Et le problème, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Uqba ibn Abi Mu'ayt. C'est ça. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En cours de route, il a eu peur, peut-être à cause des brigands de grand chemin ou je ne sais quoi. En tout cas, il a rebroussé chemin et il a menti au prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant que voilà, je suis arrivé chez eux et ils n'ont pas voulu justement s'acquitter de cette aumône. Le prophète alayhi sallam a dépêché une petite garnison, des combattants, et au même moment, les dignitaires de Bani al-Mustalaq, et sous le conseil justement de l'homme en question, dont le nom m'échappe, se sont dit, voilà, on prend cette zakat et on ira la donner, on va la donner au prophète alayhi salam. En cours de chemin, ils ont rencontré la petite armée, le petit escadron qui a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont entrés, ils leur ont expliqué qu'il y avait peut-être un malentendu, et une fois à Médine, ils ont raconté au prophète, ils ont expliqué au prophète que personne n'était venu, et là, on s'était rendu compte que Ibn Abi Mu'ayt avait menti. Et c'est à partir de là que ce verset a été révélé. Et vous voyez donc sur la base là, nous sommes dans la fausse information, nous sommes dans le faux témoignage tout court, et ça peut vraiment coûter très très cher à pas mal de personnes. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on m'appelle pour me dire, voilà, tu as été fustigé par un tel, en parlant d'un prédicateur de renom. Je vais le voir en disant, bon, qu'est-ce que tu me reproches, et d'où vient cette histoire qui dit que Kamel Shekat a légalisé l'avortement, tout court. D'où vient cette fatwa, d'autant plus que j'ai jamais fait, je suis contre toute idée de fatwa, surtout dans les médias. Et il me dit, non, il y a un journal qui s'appelle l'Usbu' al-Arabi, détenu par quelqu'un qui a une multitude de journaux. Il fait autant dans le religieux, par copier-coller, que dans la mode, que dans... Enfin, on lui aurait donné la possibilité de faire dans le pervers, il aurait fait, tout simplement. J'essaye de contacter le journal sans succès, et puis je me rends compte sur Internet qu'il y avait le même article sur un autre journal de renom, connu, du service public, qui plus est, et qui datait, la date était ultérieure à celle de l'Usbu' al-Arabi. Je ne cite pas le premier journal, mais je cite l'Usbu' al-Arabi parce que quand j'ai appelé le journal en question, on m'a dit, voilà, il y a eu justement un malentendu. On a assisté à une rencontre d'une association qui travaille dans le domaine du planning familial. Ce sont d'autres personnes qui ont parlé, mais on a mis votre nom, parce que votre nom était sur le planning. Et moi, je n'avais pas assisté. Je devais assister à cette rencontre. Je ne l'ai pas fait pour des raisons. J'étais dans l'incapacité de le faire. Et donc, bon, la journaliste en question, elle me rappelle, elle s'excuse, et le journal en question fait justement un erratum en quelque sorte, disant que voilà, il y a eu juste un malentendu. M. Shekat n'a jamais dit cela, mais l'autre journal n'a rien fait. Et nous sommes dans un pays, malheureusement, où il ne sert à rien d'attaquer en justice quelqu'un qui vous a diffamé. Dans la majorité, enfin, je ne parle pas d'une diffamation ou d'une calomnie peut-être qui relèverait du pénal entre personnes, entre individus, mais en tout cas pour la presse algérienne dans sa globalité, autant publique qu'indépendante, nos journalistes n'ont aucun respect justement pour ce que nous appelons amanat al-khshiyya. Je suis responsable de ce que je dis, ne vous en faites pas. Vous savez, je peux citer des cas. J'ai fait des conférences où j'ai eu affaire à des journalistes le journaliste était ivre, il a rapporté n'importe quoi. Je discute avec une personnalité renommée ici en Algérie, très très connue, et du milieu francophone qui a beaucoup de principes, mais rien du tout. C'est malheureusement. Vous citez des exemples pour qu'on ne tombe pas justement dans la diffamation en disant nos journalistes. Si vous permettez, pour rester dans cette logique du Coran justement. En plus de ce verset que vous avez cité et que a interprété mon ami Kamel Shekat,
il y a un autre verset aussi, toujours dans cette optique. Un jour, justement, pour dire comment le verset a été révélé, Sabab al-Nuzul. Un jour, un musulman, bon, je ne dirais pas un compagnon, parce que les compagnons, c'est quelque chose de très haut. Donc, un simple musulman avait volé un bouclier chez un autre musulman. Il l'a caché, et lorsque il était sur le point d'être découvert, il l'a caché chez un juif de Médine. Et ils ont, la famille de ce musulman ont dénoncé le juif. Ils ont dit au prophète que le voleur, c'était le juif, et le bouclier était caché chez le juif. Donc, le juif a été donc, saisi, et ça a failli causer une fitna, une sédition, parce que la famille du juif insistait pour dire que leur co-religionnaire était innocent, ouais. Et les musulmans accusaient, et le prophète sallam était entre les deux. Était dans un désarroi entre guillemets, il ne savait plus comment, qui croire. Et c'est là où plusieurs versets du Coran qui se trouvent dans la sourate An-Nisa ont été révélés. Inna anzalna alayka al-kitaba bil-haqq litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil-kha'inina khasima. Enfin, c'était 7 ou 8 versets. Là, c'est le début du verset. Le Coran a traité ces musulmans qui ont volé et accusé un juif et propager une fausse nouvelle de traître, kha'inina. Donc, pour revenir justement à votre introduction, la diffamation et la propagation de fausses nouvelles est susceptible de créer des dissensions, voire même une guerre. Absolument. Maître Chafi, en prenant ces exemples-là, alors les fausses informations d'une façon générale, associées à la diffamation, à l'outrage, au mensonge, à la médisance, regardez, le premier exemple, ça a failli causer une guerre. La deuxième aussi, c'était une sédition, une guerre entre musulmans et juifs. Voilà. Donc, si vous ça peut aller très très loin. Le verbe peut aller très très loin lorsqu'il est mal utilisé. J'ai vu votre intitulé de l'émission que vous m'avez envoyé. J'ai vu que vous insistez beaucoup sur le verbe. Faisons un peu de sémantique en fait. Plaçons les concepts. Qu'est-ce que la calomnie? Qu'est-ce que la diffamation? Qu'est-ce que serait l'injure et la médisance? Si on arrive à planter le décor à travers ces 4 concepts de définition, on pourrait, au regard des versets que vous avez bien cités, dire dans quelle situation nous nous trouvons sur le plan du droit. Oui. La fausse information, comment l'apercevoir? Est-ce que c'est une diffamation? Est-ce que ce serait une calomnie? Est-ce que ce serait une médisance? Alors, si on plante le décor sur les 3 définitions, les 3 concepts qui sont totalement différents, la diffamation au regard du verset que vous avez cité, les deux sont, je ne dirais pas contradictoires, mais ils sont sur 2 terrains totalement différents. Quoique, pardon, maître, le premier verset est plus général dans la mesure où il parle d'une information non vérifiée. On s'est compris, à demi-mot. Le second est un peu plus précis à cet égard, sur une diffamation éventuelle. Mais, pour l'opinion publique en général, très souvent, bon, on ne va pas tout de suite aborder tous les thèmes d'Internet et autres. Allons-y méthodiquement, je dirais, même si vous me permettez, c'est pas moi qui mène les débats. Je dirais que dans le subconscient collectif, il y a un mélange qui se fait, il y a une confusion qui se fait entre l'injure ou shqult. Ça mérite d'aller devant les tribunaux. J'ai dit qu'une vérité, alors que c'est une médisance, et je pense, si je traduis bien sous votre contrôle, médisance, il y a un namima. C'est de dire du mal de quelqu'un en son absence. La calomnie, c'est la diffamation. C'est la diffamation. Donc, le qadf, c'est le fait d'accuser quelqu'un de fornication, plus précisément. Et ça a un sens général. Le namima, c'est le colportage, c'est le fait d'aller à l'indirect. Il y a aussi l'ifk. Dans Aïcha, fut victime. Quand vous dites de manière injurieuse à quelqu'un, quand vous lui dites une vérité en face, en sa présence, c'est une raïba.
Dans son dos, c'est une reiba quand c'est vrai. Là, quand l'information est fausse, on appelle ça un bohtan. Donc, vous savez, il y a beaucoup de termes qui n'ont pas leur pendant en langue française. Non, la diffamation, ça s'approche plus le riba, la diffamation. Parce que ça peut être une vérité. On diffame quelqu'un, oui. Et ça peut avoir aussi, dans la langue française, ça a cette connotation, enfin, ça va dans le mensonge, dans quelque chose de mensonge. C'est une imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur. À l'honneur. C'est différent de la calomnie. La calomnie, c'est en fait... c'est ça. C'est une critique injustifiée, inventée à l'effet de nuire. Oui. La médisance, c'est parlé en l'absence. C'est le cas de Aïcha. Et en fait, l'injure, c'est une expression outrageante. Voilà. Alors, où situer la diffamation par rapport au verset que vous avez cité? Faut-il la situer, cette diffamation, en étant à la fois une injure et une calomnie, auquel cas ils peuvent, la combinaison le cocktail des deux peut constituer une diffamation. Mais chez nous, qu'en est-il dans le comportement du citoyen ordinaire au regard des réseaux, au regard de toute situation? Il se dit, mais je n'ai rien dit d'aussi répréhensible pour mériter une poursuite judiciaire ou autre. C'est cette confusion qui fait que très souvent nous avons des procès. Alors vous me direz, mais ça veut dire que l'individu est appelé à une censure dans son expression et qu'en allant sur les réseaux sociaux, qui est un espace... Pas seulement sur les réseaux sociaux, hein. On parle de tout espace public, virtuel ou réel. Hein. Bon, si on est au virtuel qui, lui, emplit l'espace actuel, on se dit que cette création par le web, des réseaux sociaux, permet à chacun une sorte de défouloir. C'est un exutoire où chacun croit se permettre de pouvoir dire une chose et son contraire en toute impunité. Mais on oublie qu'en fait, sur un réseau, il y a une plateforme, c'est gravé à vie sur le système, sur le moteur de réaction, et les gens l'ignorent. On s'imagine qu'on peut invectiver, qu'on peut proférer des insanités, qu'on peut mettre à nu des images, surtout de mineurs qui sont tout à fait impuissants devant cela. Et ça donne lieu. Mais chez nous, qu'en est-il sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, à l'endroit des situations comme ça sur Internet? Y a-t-il des procès retentissants à partir de données d'Internet? À ma connaissance, je ne vais pas prétendre être une science, une jurisprudence. Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Il y a un vide. C'est pas qu'il y a un vide. Non, mais excusez-moi, juste avant d'arriver aux exemples s'il y en a ou s'il n'y en a pas des procès, je voudrais juste comprendre. Mais si on veut, sur un réseau, sur les réseaux sociaux, c'est valable aussi pour la presse écrite ou sur un plateau TV, si on veut dire, on veut donner une analyse ou une réflexion et qu'on ne cite personne, mais on peut sous-entendre, faire des allusions. Est-ce qu'on peut être dans l'une de ces catégories? La seule catégorie à laquelle vous pouvez être et qui ouvre droit, c'est la diffamation. Il faudrait que ce que vous avanciez soit prouvé par des documents? On n'en est pas à la preuve. Oui. Il faut vous laisser suspecter qu'en fait vous me visiez par les propos que vous teniez et que c'est un fait imputable à ce que vous avancez, qui peut m'être préjudiciable, qui porte atteinte à mon honneur. Là, oui, c'est un fait diffamatoire, qui se distingue de l'injure sur le plan de la répression, si on parle de ça, ne sont pas dans la même, même répression. Et même la définition est différente. Le fait diffamatoire est beaucoup plus grave qu'une injure ou une calomnie. Dans l'un et de l'autre cas, c'est une simple amende. Mais je vous dirais, l'évolution, on a une évolution, c'est sensible. Mais il ne faut pas croire que cette évolution est typiquement algérienne. On peut croire qu'on a réduit la liberté d'expression dans la presse, etc. Par exemple, uniquement chez nous, depuis les années de Brest, disons les années du terrorisme. Absolument pas. C'est je ne dirais pas une répression, mais une censure mondialisée. Ouais. Dans tous les pays, en fait, on crée des mécanismes mettant à l'abri les institutions, si on a parlé des institutions, et là, le champ de liberté de l'individu se rétrécit, parce que est-ce qu'il lui est possible de critiquer l'action des gouvernants ou pas? Et alors, la critique, comment? Aller dans le sens du poil, c'est tout l'arsenal répressif, pas uniquement chez nous, même en France, dont on s'est inspiré, il faut reconnaître. Et je voudrais saisir cette opportunité pour dire, il y a deux écoles, il y a une révolution qui s'est produite.
l'on a toujours opposé un petit peu les latins aux anglo-saxons. Mais force est de constater qu'il y a une différence notable, je dirais notoire, qui vient de se produire dans le monde entre les États-Unis et les Anglais, qu'on croyait toujours être alliés pour le meilleur et pur comme le meilleur des couples, et c'est tout à fait faux. Pourquoi ? Parce qu'au regard de la Constitution américaine et ce pouvoir qu'a la presse, qui est un quatrième pouvoir, mais alors puissant, ça n'est pas uniquement virtuel, là, c'est un véritable pouvoir. Lorsque vous allez attaquer une presse, un journal, le New York Times ou autre, devant les tribunaux, le demandeur en action, contrairement à ailleurs, je vais vous le prouver, est chargé, lui, d'apporter la preuve que l'allégation est fausse et qu'en fait, il y avait une volonté de nuire. Aux États-Unis, en Angleterre, dans la France, c'est joint au wagon en quelque sorte, il est demandé, vous êtes présumé avoir tenté de me nuire et que votre allégation est fausse. Il est exigé du défendeur, donc celui qui est mis en cause, d'apporter la preuve qu'il était de bonne foi, que son allégation est vraie et que vous n'avez pas l'intention de me nuire. Regardez les deux écoles. Alors on est où? On se situe où? Non pas entre les deux. Les Français se sont alignés sur les Anglais. Nous ne sommes qu'à 2 heures de vol de la France, on en a fait tout autant. Et c'est pourquoi il y a eu un arsenal juridique chez nous qui fait qu'il revient aux défendeurs de prouver, enfin aux demandeurs quasiment, de se dédouaner de la sorte. Chez nous, la presse a connu un rebondissement. Il y a eu une grande lutte de la presse et des journalistes pour tenter d'amender les dispositions qui étaient plus que répressives au départ sur le délit de presse, maintenant qui a été assoupli, puisqu'ils n'ont couru plus la prison comme ils ont couru jusqu'alors. Mais il leur est exigé, justement pour se défendre, d'apporter la preuve de leur allégation. Comme quoi juste. Je citerai pour exemple, puisque nous sommes à la jurisprudence... C'est depuis le Code de l'information 2012, Excusez-moi, tout le monde connaît le cas de l'ancien président américain qui a accusé l'Irak de détenir des armes de destruction massive. Et c'est avéré que c'est un mensonge, c'est une fausse nouvelle. Donc il a suscité toute une guerre et il n'a même pas été... Là, on parlerait d'un mensonge d'État. Mais quand vous avez employé une expression sur laquelle vous avez fait presque de terrorisme, vous avez anticipé sur ma pensée, et je dirais quand même, on n'a pas besoin d'aller en Irak, en usant de métaphores. Je dirais que même, en fait, dans la diffamation, cette atteinte qui est faite à quelqu'un, et généralement dans la diffamation, on n'atteint pas un simple citoyen, parce que quel est le principe même de la diffamation? Non, c'est la renommée. Vous avez quelque chose à défendre, une renommée, votre place, votre situation sociale. Et c'est une arme, la diffamation, c'est une arme de la destruction d'une famille, d'un individu, massive également. Parce que vous ne pourrez jamais vous relever de situations pareilles. Donc, quel est l'arsenal d'un repère dans la société? Vous imaginez tout, par exemple, si vous allez faire une recherche sur un religieux quelconque, vous allez trouver plusieurs articles, certains qui vont, beaucoup qui vont le diffamer. Après, certaines personnes ne vont plus avoir de repères dans la société. C'est ça le problème. Vous savez, quand on est justement dans le milieu religieux plus précisément, on a pratiquement tous connu cela. Mais même en politique, de toute façon. Vous savez, c'est vraiment, ça démarre sur quelque chose de banal et ça prend des proportions incroyables. Si bien que vous êtes carrément englouti, envahi, happé par la situation. Bon, il faut beaucoup de courage pour se défendre. Dans la loi canonique musulmane, nous avons un certain nombre de versets justement qui mettent en garde tout ce qui a trait à l'atteinte à autrui, qu'il s'agisse d'un mensonge ou qu'il s'agisse tout simplement d'une publicité juste pour... Parmi les péchés capitaux. Oui, le mubiqat sab'a, les 7 péchés, les 7 péchés qui vous plongeraient en enfer. Et bien sûr, il y a des mesures aussi qui sont prises contre toute personne qui agirait ainsi. Donc on ne leur accepte plus aucun témoignage, donc ils sont pratiquement bannis par la société. Ça incite à la vérification de l'information. Oui, mais il y a justement le problème dans lequel nous nous trouvons actuellement, c'est que nous parlons des réseaux sociaux et de cette banalisation de l'intégrité morale et physique des gens,
qui a atteint des proportions incroyables. Mais et n'oublions après, dès pas... que vous touchez justement cette intégrité, même si après on prouve oui, que c'est un vase qui s'est cassé. Ah, oui. Mais le problème, c'est que remarquez que dans le milieu religieux, il y a, surtout avec le wahhabisme, disons-le de manière aussi claire et franche, on a institué cela sous le coup de ce que nous appelons en langue arabe le jarh wa ta'dil. Vous savez, il y a eu au tout début quand on a commencé à compiler la tradition prophétique, quand on s'était rendu compte qu'il y avait rien qu'en Irak, quelque chose comme 14 000 faux hadiths inventés de toutes pièces qui circulaient, on a commencé essentiellement après avec à l'époque de l'imam Ahmed, il y a Yahya ibn Ma'in, etc., qui ont commencé à faire des études sur ce qu'on appelle ilm al-rijal, donc les biographies de tous les transmetteurs, afin de savoir si telle chaîne de transmission est valable ou pas, donc une sorte de traçabilité. J'ai leur crédibilité. Et on parle de jarh et ta'dil. Donc on parle de ta'dil, c'est-à-dire quand on habilite on habilite une personne, donc elle est jugée fiable, et on discrédite une autre personne parce qu'elle n'est pas fiable. Sauf que le jarh en lui-même, il ne concerne pas forcément ce que nous appelons khawarim al-muru'a, donc l'honorabilité. Oui, c'est la critique. C'est la critique négative. Voilà. Donc, mais ça ne touche pas l'honorabilité de la personne. Ça ne devrait pas normalement. Non, tout dépend. Il y a des personnes qui ont été décrétées menteuses parce qu'elles mentaient sciemment. Il y en a d'autres qui mais on ne faisait pas atteinte à l'honneur. Non, pour ceux, par exemple, les persans qui ont vraiment inventé des faux hadiths pour nuire à la communauté de l'islam, pour créer une sorte de confusion dans la foi même des gens, ceux-là, ils ont été vraiment mis à l'index. Quand c'était confirmé. Mais Yahya ibn Ma'in, on rapporte de lui que par moment, alors que lui-même, quand il écrivait, par moment, on dit sur la base de quoi on a dit cela? Sur la base de témoignages, a-t-il réellement étudié chez un tel, a-t-il voyagé à tel endroit? C'est des enquêtes, des investigations. Ça, il y a des déplacements, ça a été fait avec, c'est pour préserver la tradition prophétique, tout simplement. Mais lui-même, par moment, quand il écrivait, il paraît que par moment, le kalam tombait de sa main et il disait لعلنا نطعن في أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 سنة. Peut-être nous sommes en train de porter atteinte à l'honorabilité de certaines personnes qui ont déjà déposé leur bagage au paradis il y a de cela au moins 200 ans. Parce que la recherche à l'époque, elle portait sur maximum 2 siècles, un peu moins de 2 siècles. Donc, ceci pour vous dire qu'il y avait ce fameux jarh wa ta'dil, et puis avec des prédicateurs essentiellement d'Arabie Saoudite, on a commencé à parler de jarh wa tajrih. C'est pas jarh wa ta'dil, c'est à outrance. Vous avez comme ce fameux Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, c'est un spécialiste, il passe son temps à démonter des gens. Un tel ne l'écoutez pas parce que on a l'impression qu'il se prend pour Dieu dans la mesure où il dit aux gens Fulan indahu khalal fil aqida. Pourquoi sur la base d'une petite parole? Et vous voyez cette intention de nuire qui travaille vraiment sur quelque chose d'insignifiant. On veut à tout prix jeter le discrédit sur tout le monde pour rester seul maître des consciences. Et ça marche. En Algérie, nous avons connu une vague, un flux, à telle enseigne que certains disaient « Ta'ala nakhtab fillahi sa'a ». Viens, nous allons médire de certaines personnes. Et le problème, et ce qui est plus grave encore, c'est quand il y a des savants qui sont traînés comme ça dans la boue. On transforme même leur nom en, par exemple, pour dire le beauté, ils te disent le Qoti. Oui. Rahimahullah, le beauté, que Dieu est son âme. Ils te disent, toi, tu es un adepte du Cheikh al-Qoti. Mais quand on atteint un tel niveau
de bassesse, c'est vraiment... Bah, en tout cas, ça a marché. Ça, dans un pays, par exemple, dans un pays, pour ne citer que l'Arabie Saoudite, pendant un certain temps, la jeunesse saoudienne était dans la confusion la plus totale. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans une mosquée en train d'écouter un tel, c'est un grand savant. Le lendemain, il y a un enregistrement. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la jeunesse saoudienne. Oui, non, mais chez eux, vraiment, ce Rabi' Ben Hadi al-Madkhali. Même chez nous, hein. C'est terrible. Le problème, c'est que c'est partout la même chose. Pour éviter cela, moi, il y a certains noms très très connus, même ici sur la place d'Alger. Avant qu'Alzheimer ne m'occupe. Oui, allez-y. Vous faites allusion à certains imams dans les mosquées ou autres qui commettent, qui tiennent des propos outrageants, ou pas de médisance, outrageants, diffamatoires à l'endroit. Est-ce qu'il y a eu des procès contre eux ou pas? Est-ce qu'on s'est contenté Il n'y a jamais eu de procès, justement parce que les gens ont peut-être une pudeur à aller jusqu'à un procès. Mais je me souviens une fois, j'ai eu vent justement d'une assise en quelque sorte, d'une réunion, parce que bon, mes programmes ont toujours été un peu contre le courant wahhabite, et j'ai eu vent des propos de certains d'entre eux qui disaient bon, on va engager une cabale contre lui, et je leur ai promis non seulement les procès en justice, mais aussi de les défier sur les médias, de venir en direct discuter, ce qu'ils ne font jamais. C'est les gens qui passent leur temps à médire des autres gens ne le font jamais, parce qu'ils n'ont pas de répondant. Est-ce qu'il faut prouver l'intention de nuire? Oui. Mais comment? Alors, je vous citerai deux exemples pour m'inspirer, pour un petit peu caricaturer mon propos. Il y en a un dont j'ai été moi-même un des acteurs dans ce procès-là. Un jour, une personnalité algérienne, que Dieu ait son âme, lit dans un journal à fort tirage, en dernière page, selon Euronews, X est mêlé au scandale de corruption des Jeux Olympiques. Imaginez la personne qui achète son journal le matin qui voit cela. Sa famille, ses proches. Une attaque cardiaque, on peut faire un tas de choses. Il me pressent pour laver son honneur. J'intente un procès. Et je suis en la forme rejetée la première fois, débouté. Je reviens à la charge en respectant la forme, peu importe. Le journal en question se sentait fort de sa position. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ils se sentent toujours forts, malheureusement. Il y a des nuances. Ça dépend des armes que vous pouvez avoir. Non pas destruction massive, mais corrective. Dans la mesure où une des actions en matière de diffamation vis-à-vis de la presse, un des moyens que vous avez pour endiguer la question, c'est d'appeler la rédaction, de leur dire, écoutez, votre journaliste a émis un papier, un brûlot, qui est vraiment un brûlot, qui est injustifié. Je vous demande soit un droit de réponse, soit de corriger le... Démonter. Attendez, la presse en elle-même, la rédaction vous dit, non, non, ils couvrent leurs journalistes. Oui. Ça dépend, je parle chez nous. Devant cette situation-là, je m'étais trouvé confronté à quoi? Comment vérifier la véracité de cette information rapporte colportée? J'ai été à Paris et j'ai été voir la direction d'Euronews. J'ai posé le problème. Pouvez-vous me confirmer que tel jour, sur un de vos scripts, vous avez annoncé cette information? Ils ont pris un temps. Et je vous dirais que la chance a été de mon côté, et vis-à-vis de la personne que je défendais, c'est que la veille, la direction générale m'écrivait. Nous avons certes pris du temps, cher maître, pour vous répondre, mais après avoir vérifié tous nos scripts, il s'est avéré qu'à aucun moment, ni à la date avancée, ni après, nous n'avons émis cette information concernant votre client. Donc, ça rendait caduque. C'est de la diffamation pure et simple. J'avais posé la question à ce rédacteur. Maintenez-vous votre article quant à sa véracité? Je cite et persiste. J'ai produit ce document. Il a été confondu. Et là, la diffamation était bien établie. Le deuxième cas de figure qui a fait le tour sur le plan médiatique, c'est l'affaire Cahuzac en France. Oui. Voilà un ministre du budget qui est mis en cause par qui? Par un journal. Il y en a deux en France qui font
qui ont pignon, c'est le Canard enchaîné et Mediapart. C'est-à-dire quand on arrive à vous annoncer une information, non pas à descendre quelqu'un, mais à le discréditer, il est rare que son auteur puisse s'en tirer, parce qu'ils prennent toutes les précautions pour conforter leur position. Cahuzac a été devant l'Assemblée nationale en disant non, je suis formel, je n'ai jamais commis ce qu'on me reproche d'avoir transféré de l'argent en Suisse. Pour être confondu ensuite, il a voulu faire un procès en diffamation. Il s'est tout de suite abstenu parce qu'il savait qu'il mentait. Oui. Donc, la question là, c'est justement la preuve, vous devez rapporter qu'en fait que votre argumentaire est fondé. Chez nous, qu'en est-il? Est-ce qu'on a eu des procès aussi retentissants? Je dirais, moi, il y a eu aussi une campagne contre la presse, parce que généralement, quand vous êtes sur les réseaux, dans la presse, vous êtes censé d'être entre gens bien pensants et qui s'expriment dans l'extrême correction. Les réseaux, c'est supposé pour être des gens éduqués et non pas une arène. Pas forcément. Tout dépend de quel réseau. L'esprit des réseaux, actuellement. Il y a toujours des parasites qui il y a beaucoup de gens qui viennent en fait fausser l'information, la donne. C'est pourquoi je vous dis, elle se doit d'être justifiée et qu'il n'y ait pas chez vous l'intention de nuire. Mais je dirais, il y a parfois aussi une diffamation, ce qu'on appelle rituelle. Cette diffamation rituelle, il y a aussi, vous avez des gens qui sont spécialisés pour descendre des gens à la réputation. Et ça peut être organisé aussi, hein, par même des gouvernants, n'importe quel, à l'endroit. Et ça, c'est un anéantissement par tout moyen, déshumaniser, anéantir, avilir, et mieux encore, arriver à vous culpabiliser au besoin pour demander d'être victime ou devenez vous-même. Alors que dire des caricatures de Charlie Hebdo montrant le prophète sallam avec une bombe sur la tête et disons aux musulmans je vous attends au paradis avec 72 vierges, je ne sais pas quoi. Mais je ne voudrais pas juste qu'on reste sur l'exemple de Charlie Hebdo, mais d'une façon générale, c'est vrai que l'apparition l'existence des journaux satiriques, des sites satiriques, est-ce que ça ne pose pas de problème? Oui, non, mais attendez, mais il ne faudrait pas qu'on me comprenne de travers. Parce que c'est aussi une question de liberté d'expression. Il y a aussi la question de la liberté d'expression, la liberté de... Justement, mais c'est ça... Allez-y. Comment on se partage entre le droit à la liberté, entre la législation, le juridique, et entre, en tant que musulman, notre religion? Comment on fait? Vous savez, moi, généralement, je dis aux gens... on a tous en nous un pouvoir discrétionnaire qui nous fait savoir, qui nous fait comprendre là où doit justement s'arrêter cette latitude qu'on veut se donner, cette liberté que l'on a. Elle commence là où finit celle des autres. C'est un principe. Oui. Non, parce que vous savez, le problème est là. Pour actuellement, la fausse information c'est devenu en quelque sorte un moyen qui s'inscrit dans des guerres prévisionnel, carrément. Nous sommes dans un pays comme l'Algérie. Pour ne citer que la presse, vous avez des journaux, on le sait tous, ils appartiennent à on va dire, des idéologies bien distinctes. Vous avez une presse francophone, une presse arabophone. Dans le milieu francophone, vous avez des gens, ça va dans certains sens. Chez les arabophones, c'est la même chose. Et ma foi, je me souviens une fois, j'ai été diffamé par un journaliste d'un grand journal francophone. Le problème, c'est que quand vous appelez le rédacteur en chef, il défend le journaliste, bec et ongle. Ensuite, vous avez affaire au directeur même du journal, une personne d'une renommée, on va dire, méditerranéenne et démocrate, et j'en passe. Vous lui expliquez, vous avez des enregistrements, vous prouvez que le journaliste a menti sciemment, peut-être apparemment dans l'intention de vous nuire, et il vous dit oui, bon, voyez-moi, non, je veux un article en lieu et place, avec les mêmes caractères. Non, on peut vous faire un petit truc comme ça de 3-4 lignes, je ne sais pas moi, derrière, et la loi elle est claire. Mais vous savez, j'ai demandé justement, j'ai un ami avocat, on est constamment ensemble, il paraît qu'aucune de ces... Il apprend de vous. Moi aussi, j'apprends de lui, ne vous en faites pas. Le problème, c'est que la loi n'est jamais appliquée.
Même par moment, quand vous avez des ordonnances de justice, le journaliste, il peut s'en tirer avec 10 000 dinars. Mais le problème... Même en Europe, c'est le cas. Je ne vous rejoins pas. Non pas que la loi n'est pas appliquée. Dites-moi que la loi est peut-être moins répressive par les temps qui courent, parce qu'en fait, en cas de diffamation, vous n'êtes sanctionné que par une amende. Avant, il y avait cette répression, ça dépend de la nature de la diffamation, à l'endroit d'un particulier, à l'endroit des gens du culte ou autre, auquel cas il y a des peines de prison, mais elle s'applique. Seulement, la différence entre nous les Algériens, notre système juridique, par rapport aux Anglais, par exemple, tout à l'heure vous avez dit quelque chose et on est passé en coup de vent dessus, c'est que quelqu'un qui est atteint dans son amour propre, dans sa dignité, dans sa vie familiale, dans son image, il y a une compensation quelque part. Vous arrivez à vous remettre, pécuniairement parlant, non pas que vous attendez ça pour vivre, mais dans les tribunaux anglais en particulier, que ce soit au pénal ou au civil, il y a une telle sanction pécuniaire de dommages conséquents qui réhabilite la personne diffamée, beaucoup plus qu'une peine de prison. Et en Europe, chez nous... Ça dépend de la publicité qu'on lui a faite, non? Non, mais le fait justement que par le biais d'un procès, vous avez justement cette compensation pécuniaire, ça vous très importante par moment, ça vous réhabilite de facto, attention. Vraiment, même ça vous si la publicité qui a été faite auparavant est très négative, parce que non, c'est la consécration de la justesse de votre action qui est consacrée. Et qui c'est qui paye? C'est la personne qui a diffamé. C'est pratiquement, puisque j'arrive à, non pas rivaliser avec vous, mais quelques mots en arabe, mais est-ce que le juge apprécie effectivement l'ampleur des dégâts occasionnés psychologiquement ou autre? Généralement, il y a toujours une insatisfaction chez la victime en se disant mais on m'a injustement dédommagé. Et c'est en deçà du préjudice que je reçois. C'est comme en matière d'action de circulation, pour un homicide involontaire, c'est parfois dérisoire. Nul ne pourra compenser, on ne demande pas une compensation à coût de milliards, mais la justesse d'une compensation. Chez nous, c'est en deçà. Au regard même de l'amende qui va de 50 000 jusqu'à 100 000 dinars d'amende. C'est dérisoire. C'est quelque part dérisoire, je ne dirais pas un encouragement, mais ça n'est pas dissuasif à l'endroit de ceux qui ont une propension à vouloir diffamer, qui confondent sur le plan sémantique entre la calomnie et la médisance. Pour eux, c'est un mélange. Mais c'est à la justice, effectivement, de par l'action qui est menée. Ce que je reproche peut-être à notre... Même les textes restent assez vagues concernant tous ces concepts. Ce que je reproche parfois, c'est que, regardez, le ministère public s'auto-saisit quand c'est le président de la République ou un corps constitué atteint. Et pour les particuliers, il faudrait que ce soit la personne lésée qui prend l'initiative. À coup, il y a un coût pécuniaire, il faut raisonner en termes de coût pécuniaire. On est au XXIe siècle. Il y a une constitution partie civile, il y a une caution à verser, il y a évidemment, éventuellement, les frais d'avocat. Alors que dès lors que c'est une personne qui a une certaine réputation de renommée, il y a une autosaisine du ministère public qui représente l'auteur qui est un membre d'une institution. Cette différence qui est inspirée un peu de ce qui se passe en France fait que il y a une différence que moi je trouve préjudiciable aux plaideurs. Un cas de figure que je vous cite. C'est un chercheur, il m'a surpris, c'est un cas de jurisprudence en France. C'est un professeur de philosophie qui s'appelle Zitoun, qui enseigne en France à Douai en particulier, dans une école, je ne dirais pas coranique, dans une institution, une école musulmane, islamique. Et qui a écrit sur son blog à ses amis qu'en fait nous ne savons plus si c'est l'islam qui est enseigné dans cette école d'Averroès ou alors l'islamisme. Le fait d'en avoir parlé à ses amis, il a fait l'objet d'un procès et il a été condamné. Il en a parlé à ses amis dans un cercle privé? Oui, donc je vous écris à vous, je vous dis finalement ce que j'enseigne et l'école où j'enseigne. Enfin, sur sa page Facebook sur sa page. Ça devient plus. C'est public. Attendez, pas Facebook, sur Messenger ou autre, même sur sa boîte email, peu importe. On a estimé que le seul fait d'avoir. Il y a un terme de publicité. Vous ne l'avez pas gardé pour vous-même, vous l'avez partagé. Je la partage avec vous, qui est un tiers.
Donc j'imagine que c'était sur un réseau Donc si ouvert. je la partage avec vous, non, même pas ouvert, je vous l'envoie sur votre email. Oui. Je la partage avec vous, Oui. vous allez la partager. Oui. Donc ça devient public. Il y a une publicité qui est faite. À partir de là, il y a une atteinte. ça. Et on a estimé qu'il n'apportait pas suffisamment C'est terrible, de preuves. attendez. Contourner le problème. Il n'apportait pas de preuves de ces allégations qu'effectivement on enseignait l'islamisme. Mais en fait, la question qui se pose, où sont les frontières de la publicité? Même si je ne suis pas d'accord avec le fond de ce qu'a écrit ce monsieur, c'est terrible, attendez, si on peut plus s'exprimer. Là, je pense que ici en Algérie, parce que j'ai eu aussi une aventure de ce type, le message a été publié sur mon mur et non en privé, donc ça a valu à la personne des poursuites judiciaires et même une amende qui n'a pas été appliquée, cela dit en passant. Bon, combien même on m'aurait donné des milliards, ça ne m'aurait pas... Les pages Facebook ou quel que soit le réseau, est-ce qu'elle est publique? C'est un espace public. C'est un espace, oui. Est-ce que la loi dit que c'est un espace public? Oui. Non, c'est reconnu partout, même s'il n'y a que ceux qui sont considérés comme... ce n'est pas considéré comme un espace public, parce que c'est comme si on est à l'intérieur d'un lieu fermé, oui. Chez moi, et j'ouvre la porte, je laisse entrer des invités. En Algérie, non. Mais donc ce n'est pas dans le privé, parce que vous pouvez recevoir des messages en privé. Donc, et là, il vous dit que si c'est sur le mur, non, mais par email normalement, je pense que chez nous, non. Mais là, bon, ces réseaux sociaux mis à part, la visée suprême générale du Coran, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas une circulation à tout vent, tout azimut de propos qui n'ont aucun intérêt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé jusqu'à dire bien que la calomnie, quand on parle de ghaiba, elle est autorisée dans certains cas, là où il y a un intérêt public, là où il y a une nécessité, un danger. Rappelons d'abord ce que c'est que le ghaiba. Le ghaiba, c'est le fait de dire de quelqu'un une vérité, on appelle ça la médisance. En son absence, mais que ce soit vrai. Une critique. Une critique. Ou une critique, dire par exemple de quelqu'un que c'est... Mais une critique injustifiée. Non, la calomnie. Hein. La calomnie. Ça, on appelle ça en langue arabe le buhtan. Ah d'accord. قال إن كان وإن كان فيهما قلت قال فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته. Ça c'est le buhtan. Mais le ghaiba c'est par exemple, on a le droit par exemple d'aller voir un maître disant que voilà, le disciple que vous avez n'est pas jugé fiable ou à la hauteur en termes de moralité. Donc il serait plus judicieux ou plus utile de ne pas le laisser apprendre. Et qu'est-ce qui vous autorise à venir me le dire? Quelqu'un quoi? Quelqu'un qui vient demander la main qui veut demander la main d'une femme, qui va interroger quelqu'un au sujet de cet homme-là. Si cet homme-là a des défauts... Non, par exemple, quelqu'un vient vous dire, voilà, moi, il y a votre voisin... est venu demander la main de ma fille, j'aimerais bien... Que pensez-vous de lui? On appelle ça une enquête de moralité. Que pensez-vous de lui? Quelle est sa situation? Comment est-il? C'est l'enquête de moralité. De moralité. Vous êtes, même s'il a des défauts, vous êtes censé les cacher, ne pas les publier, comme on dit, en ce qui le concerne. Mais dans ce cas précis, vous êtes dans le devoir de dire la vérité, tout simplement. En tout cas, que ce soit pour l'enquête de moralité ou pour autre chose. Mais il y a un point, ce qui nous importe le plus, c'est que nous, musulmans, comme vous venez de le dire, nous subissons. Et nous subissons énormément. À notre corps défendant. Nous avons cité tout à l'heure le mensonge d'un président américain. Souvenez-vous de cette image de Colin Powell avec cette fiole de soi-disant arme de destruction massive, ce qui était un mensonge. À la base de la guerre en Irak, il y avait un homme qui vit actuellement en Allemagne, un Irakien qui a fomenté une histoire, et c'est parti dans tous les sens. En Égypte, c'est aussi une information sur Facebook qui a dégénéré. En Tunisie, je me souviens après Une parenthèse. Oui. Sur l'Égypte.
Ne caricaturons pas en disant une information a changé la face du monde, la face non, ce n'est pas une information sur Facebook. C'était un moyen de lancer ce moteur. Oui. C'est pas gratuit, c'est pas innocent et c'est pas fortuit. C'est pas du tout innocent, ça a commencé par un petit fake, tout simplement. Je me souviens quand il y a eu le renversement de Ben Ali en Tunisie, ça a commencé par Bouazizi, Allah yarhamou ala kulli hal. Et je me souviens même qu'après cela, on a parlé de l'immolation, de la contestation, en quoi elle consiste, religieusement parlant, comment contester, est-ce qu'il faut brûler, est-ce qu'on a le droit de se suicider, etc. Et je parlais de Bouazizi en tant que martyr, jusqu'à ce que je sache, de manière on ne peut plus vérifier, et par des gens vraiment dignes de confiance, que l'homme tel qu'on nous l'a peint dans les médias était tout autre. C'était quelqu'un c'est tout simplement un voyou. J'ai vu même un documentaire sur la policière qui soi-disant l'aurait giflé. Elle jurait ne pas l'avoir fait et on a tenté de la réconcilier avec sa propre famille et c'est elle qui a refusé. Et les gens par la suite, la famille même de Bouazizi a été mise en quarantaine parce qu'on leur disait c'est à cause de vous que tout a dégénéré parce que quelques temps plus tard on a commencé à regretter l'ancien régime. Et le problème c'est que lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait son petit cinéma à l'image de ce que font certains Algériens, certains voyous et à un moment donné, quand tout s'est calmé, comment est-ce qu'il a pris feu comme une torche? Il voulait juste allumer une cigarette et il a brûlé. Je disais à la personne, tu as vu? Il me disait, oui, j'ai assisté à la scène et c'est ainsi que ça s'est produit. C'était ni un martyr, ni un contestataire, ni un Zorba le grec, ni rien de tout cela. Mais la manière dont tout ça a été pris par les médias occidentaux essentiellement, et toute cette campagne de déstabilisation, de diabolisation de l'islam entre autres, nous enseigne que il faut faire très attention. Lorsqu'on a voulu renverser l'ex-président roumain, Ceausescu, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'affaire de Timișoara, la fameuse... Timișoara. On a déterré des cadavres, des cadavres morts de façon naturelle. On les a alignés par terre et on a dit voilà ce qu'a fait Ceausescu. Il les a tués alors que c'était faux. Vous avez parlé tout à l'heure, Maître Chorfi, justement que ces fausses informations peuvent avoir été organisées par les gouvernements. Par les gouvernants, parfois, parce que ça peut profiter, justement, compte tenu de certaines conjonctures. Dans cet exemple, la raison d'État. La raison d'État, c'est ça. La raison d'État aussi. La preuve, c'est que vous avez cité l'exemple américain, on peut citer l'exemple roumain ou autre. Mais moi, je reviens à la caricature. Revenons un peu à la presse, qui est votre thème, qui vous est cher, pour en être une. La caricature, en elle-même, est-elle répréhensible ou autre? Il y a tout un message à travers une caricature. Certains caricaturistes de renom chez nous, on peut en être fiers pour avoir décroché des palmes ailleurs, ne sont pas là sur un terrain d'atteinte à l'honneur des gouvernants ou autres, mais c'est une, je ne dirais pas une vulgarisation de la politique. Amener ce citoyen qu'on estime lambda ou autre, comme si l'Algérien n'avait pas l'aptitude de faire la part des choses, à accepter l'autre sous un angle dérisoire. Ce que nous avons perdu, nous les Algériens en particulier, par rapport à nos aïeux, c'est l'humour. L'humour était le propre des vieux Algérois ou autres des vieux Algériens qui n'existent plus maintenant parce qu'il y a cette chape de plomb qui est sur les langues des uns et des autres qui les empêche de s'exprimer. Alors, cette frustration qui a pris de l'ampleur. Mais un humour qui avait quand même des limites. Ah oui, mais c'était un humour qui faisait rire sans attenter à autrui. Je reviens à l'éducation. L'humour sert aussi à dire la vérité. Pardon? L'humour sert aussi à dire la vérité, à raconter la réalité des choses. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même si c'est en plaisantant.
Donc à partir de là, la caricature ou autre fut à un moment donné condamnée chez nous parce qu'elle ne rentrait pas dans les mœurs. Il n'y avait pas cette culture. Oh, quelqu'un a osé caricaturer le président de la République ou une institution. Et il faut reconnaître que le président de la République ou autre, alors qu'il y a une disposition, le code pénal a été amendé dans ce sens-là, un article 144 bis, qui lui condamne fermement toute atteinte portée au président de la République, à son honneur, etc. Et les caricaturistes n'ont pas été pour autant poursuivis, ce qui a surpris un petit peu les Européens en disant mais chez vous, mais c'est pas aussi freiné, il n'y a pas cette chape. Il y a l'éducation des journalistes, il y a la formation des journalistes. C'est peut-être ce cocktail qui a fait que pendant longtemps, nous avons subi, les uns et les autres, un petit peu de ce professionnalisme. Mais les choses se sont améliorées maintenant. On sent moins de procès faits à la presse pour les délits de presse ou autre. D'abord, il y a quasiment plus de délits de presse. La loi de 81 reprise chez nous sous une autre lecture fait qu'il y en a moins. Ça ne veut pas dire que tout le monde soit très professionnel, mais il y a moins de tendance, il y a moins de pression, il y a moins de crispation dans la lecture que l'on peut faire des uns, et les gens font beaucoup plus attention pour éviter effectivement de nuire. Je ne sais pas si les gens font plus attention, parce que bon, on est en train de parler de la presse, mais qu'en est-il justement du citoyen lambda? Aujourd'hui, la propagation des fausses informations est essentiellement due à nous autres, à n'importe quel citoyen, à travers les réseaux sociaux. Donc on a une multitude de rumeurs qui sont après amplifiées, qui deviennent des informations presque vraies. On annonce la mort, le décès de certaines personnalités, alors que c'est... Après, ces personnalités viennent par exemple infirmer leur décès. C'est grave. Dans les réseaux en particulier. Voilà. À qui, comme dirait l'autre, à qui profite le crédit? Je me souviens d'un comédien très connu à Alger qui a, on a annoncé le décès à 3 ou 4 reprises alors que le bonhomme est toujours vivant. Il a fallu qu'à chaque fois qu'il fasse un démenti, je suis toujours vivant. Mais je crois qu'il y a là quelque chose de malsain. Ça fait mal une fois, c'est 11 h du soir, j'apprends dans des réseaux sociaux que mon maître, cher Tarek Talkat. Oui, justement, je l'ai appris. Ça fait alors pas qu'est-ce qu'on fait? On va appeler, on va pas appeler. Il est 11 h, peut-être que c'est faux. Et il s'était avéré que c'était faux. Mais la personne, vraiment, on a envie de la punir. Mais le problème, je pense que tout ça... On a partagé l'information, plus grave que ça. C'était la même chose pour notre collègue Amal Zouari Rahma, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et on a dit quelques heures ou peut-être une journée avant son décès qu'elle était décédée, et alors qu'elle ne l'était pas. Et la rumeur s'est propagée à une vitesse incroyable. Vous savez que quand vous avez affaire à une personne, justement, surtout si la personne est atteinte d'un mal incurable, et qu'elle-même, avant justement d'une information de ce type, ça peut l'achever. Bien sûr. Donc il y a vraiment un préjudice qui est... Mais il y a beaucoup de choses... C'est pour ça que le Coran appelle une telle personne fasiq. Fasiq, voilà. Oui. C'est quelqu'un, le fousouk, c'est le khurouj. Ça veut dire qu'il est carrément sorti d'un cadre communément admis religieux. Il y a beaucoup justement de fakes qui sont lancés comme ça. Et le mot fake revient à la mode actuellement. Oui. On a l'impression que ce sont des laboratoires qui lancent des ballons de sonde. Parce que, écoutez, je pense que le maître par excellence en la matière, ça a été Goebbels. C'est vraiment la plus le mensonge est grand, plus il y a des chances de passer. Mais attention, j'invite tout le monde à lire. Propagande, c'est la propagande. À lire les livres d'Édouard Drummond. Un député français qui est mort fou. Pourquoi? Parce qu'il a été cloisonné par la juiverie internationale et essentiellement française. Il a 3 livres qui s'intitulent La France juive. Et justement, il faut étudier l'humour juif qui maintenant s'est répandu dans toute la presse mondiale. L'humour qui vise à minimiser la personne. Parce que vous lancez, quand les caricaturistes, etc., c'est des campagnes contre certaines personnalités. Et puis le jour où vous voyez cette personnalité devant vous, vous avez envie de rire.
Parce que vous dites les caricaturistes, c'est une forme d'expression, la caricature. Oui, écoutez, moi, elle ne me gêne pas, mais quand vous vous attaquez à certains symboles, c'est gênant, qu'on le veuille ou non. Puis la personne elle-même, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent? Puis, pour parler de Charlie Hebdo, on connaît leur hypocrisie, c'est-à-dire qu'on les a vus sur certains thèmes, comment ils réagissaient, donc tout le monde... Mais il faut bien comprendre que tout cela... Est-ce qu'ils peuvent tourner en dérision la Shoah? Jamais. Et voilà. Jamais. Donc, où est la liberté d'expression? Oui. Donc, il y a toujours eu une intention, justement, comme ça, de façonner le paysage de sorte à pouvoir atteindre qui on veut, à quelques moments que l'on veut. C'est ça le problème. Tous les déboires, par exemple, du monde musulman, ont été pratiquement bâtis sur ce type d'information, cette diabolisation de l'islam actuellement. Elle a été... les grandes puissances telles que les États-Unis ont commandé des études toutes faites. Quand vous lisez Samuel Huntington avec son fameux... le choc des civilisations. Clash of Civilization. Le choc. Quand vous lisez par exemple Mackinder avec les idéaux démocratiques et réalité, Democratic Ideals and Reality, quand vous lisez ensuite à partir justement de mensonges, tout fait, bien fait, on va partir sur des paradigmes. Vous êtes dans justement le choc des civilisations, vous êtes dans de... Est-ce qu'on n'est pas là dans la préparation psychologique, dans le formatage des personnes, même lorsqu'il s'agit de Samuel Huntington, c'est une mise en condition. Je vais faire dans la paranoïa, est-ce qu'on n'est pas là-dedans aussi? Même lorsqu'on parle, on parle souvent de fake news, de fausses informations, ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on est tellement concentré là-dedans, est-ce qu'on ne fait pas aussi tout ça? Parce que la source de la fausse information, on ne peut pas accuser la presse, ça ne serait pas logique aussi. Non, mais la presse, tout le monde le sait maintenant, les médias lourds font partie intégrante de cette de multinationales, de certaines... Oui. Est-ce que justement, on n'est pas là, tout cela n'a pas un objectif précis pour aller... On obéit à une stratégie. Alors il y a une stratégie. Vous avez fait allusion à certains auteurs tout à l'heure. Je vous dirais qu'aux États-Unis, à Silicon Valley, il y a des instituts spécialisés qui vous font des prédictions sur 30-40 ans. Oui. Et ce qui se produit maintenant, c'était une chose qui était prévisible. J'ai lu des ouvrages dans ce sens-là il y a 30 ans. Donc en fait, la prospective, ça oubliait une stratégie en fait. Mais revenons, cernons le débat parce qu'on peut l'élargir et aller trop loin. Par rapport au thème qui est le nôtre, je me dis, mais devant tout cet imbroglio, quelle est la parade face aux médias? Quelle est la parade que tout un chacun puisse avoir pour se prémunir, se défendre son honneur, honorabilité, sa famille, son image? Il y a peut-être 4 paramètres ou 4 possibilités pour la personne diffamée. Vous recevez ça comme une massue. Fondée ou infondée, on a un réflexe d'autodéfense, de négation. C'est comme quelqu'un, si vous trouvez ma main dans votre poche, je vous dirai, c'est pas la mienne, dites Chéran. C'est ce que tout voleur prétend quand on retrouve la main. Là, le premier réflexe, c'est la négation. Bon, on se dit que peut-être en face, ils n'ont pas la source d'information réelle, peut-être que c'est un ballon de sonde uniquement. Vous avez une deuxième attitude face à des médias, qu'ils soient lourds ou pas, la radio, la télévision, Internet ou autre. D'abord, c'est faire le dos rond. Avec le temps, ça va s'espacer, on va oublier. Et parfois, c'est plus lourd, selon que c'est une télévision ou une radio. Si c'est une radio qui m'a diffamé à partir d'une émission, l'enregistrement, etc., on essaie d'arranger les choses, dans la mesure où votre démarche est fondée, et vous avez une équipe de communication qui est assez forte, on demande des excuses. Si c'est un média lourd, le préjudice est plus considérable, parce que c'est sur une audience assez conséquente, et là, on vous a diffamé. On vous a imputé des choses qui sont difficilement réparables. Et là, quelle est l'attitude? C'est aller immédiatement à un procès. Ça, c'est laver son honneur, c'est devant un tribunal. Mais chez nous, qu'en est-il par rapport aux autres? Faisons un peu du droit comparé. Qu'en est-il chez nous? Médiatiser, peut-on espérer une réparation conséquente? Minimiser?
c'est rien, on vous envoie un imam, on vous envoie une équipe qui vient dans les maisons, vous sensibiliser, on essaie toujours d'arrondir les choses et de minimiser le mort qui a été violemment percuté par une voiture qui est mort comme ça, comme un vulgaire, je ne dirais pas une bête sur la route ou autre. On utilise ce facteur social ou de tajma' qui existe encore mais qui avait une autre portée à l'époque pour donner à l'événement on va le diluer en quelque sorte. Le diluer, une audience tout à fait. Mais s'agissant, comme l'on dit que la diffamation porte sur une personne renommée, et non pas le citoyen lambda, à partir de là, l'atteinte est grande. Parce qu'il y a la perte d'un privilège, la perte d'un poste ou autre, et c'est irréparable. Non, et nous avons des hommes... L'honneur, la notoriété, quelqu'un... surtout... Vous savez, ça peut parfois, partir... la fausse information veut faire bouger la société. Non, mais l'islam, vous savez, l'islam ne parle pas uniquement de la fausse information. Il nous reste 3 minutes. Même quand il s'agit d'une information fondée, est-ce qu'il est utile justement de publier ou de ne pas publier? C'est ça le problème. J'aimerais juste que vous disiez un mot sur ce verset de Surat Nisa, verset 83. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, il la diffuse, mais s'il l'a rapporté au messager, prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aux détenteurs du commandement et du savoir, parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris. Alors là, on a en fait une sorte de solution face à... La culture du silence. Ça veut dire... Non, pas la culture du silence. Là, j'ai pas... Ça n'est pas la propagande. Nous ne sommes pas dans un système de propagande ou de propagation. Il faut confirmer. Il faut d'abord confirmer l'information. Voilà, mais même par moment, il y a des informations. Il y a tellement... Tout ne doit pas être dit. Même en termes de religion, c'est ça le problème. Le problème, c'est que si nous persistons sur cette voie, parce que les anciens, comme vous, puisque vous les avez cités, ils avaient une culture qui était beaucoup plus juste et plus raisonnable que celle d'aujourd'hui. Tout le monde connaît cet adage qui dit « Smah and al-Qadi ». Ça veut dire quoi, « Smah and al-Qadi » Ça, je l'ai su d'un policier lors d'une enquête. C'est tu as porté atteinte à mon honneur. Quand tu viens me demander pardon, non, tu le feras devant le juge. Et devant le juge, je pourrais te pardonner. Mais je te traînerai d'abord en justice. Parce que là aussi, le fait d'emmener quelqu'un à la barre, ça pèse sur le sort. Un dernier mot, Maître Charfi. Pour lui dire, vraiment un dernier mot. Non pas vous contredire. Smah devant le Qadi, on ne cherchait pas une réparation pécuniaire. Oui. Qu'elle soit de portée publique, en fait. Même si une autorité. Même si c'est un dinar symbolique. Oui, peu importe, ne demandez même pas ça. Oui, même pas. C'est que le type reconnaisse et soit confronté devant l'autorité. C'est ça. Pour être lavé de ad vitam aeternam. C'est un sujet très long, vous savez. Mais il y a... C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'Abu Daoud. Je dirais de manière comme ça à la volée, la plus mauvaise chose qui pourrait parvenir à l'ouïe de quelqu'un, c'est on a dit que. Les conditants. On a dit que la rumeur, c'est le on. Qu'on définit comme pronom indéfini, qui qualifie son auteur. Les racontages. Maître Sharif Charfi, Kamashket, Msaoud Boujnoun, merci d'avoir assisté à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم